Andrea Pinotti est professeur d'esthétique au département de philosophie de l'Université statale de Milan. Ses recherches portent sur les théories de l'image et les études de la culture visuelle, la réalité virtuelle et augmentée, les théories philosophiques de l'empathie et la tradition morphologique de Goethe à nos jours. Il a été membre de plusieurs institutions internationales, dont l'Italian Academy de la Columbia University, l'Institut Warburg de Londres et la FMSH de Paris, dont il a été président du conseil scientifique pendant quelques années. Parmi ses publications, je peux rappeler quelques titres de ses livres. Alors, en 98, Il corpo dello stile, storia dell'arte come storia dell'estetica a partire da Semper, Riegl, Wölfflin. Memorie del neutro, morfologia dell'immagine in Aby Warburg, 2001. Empathie, histoire d'une idée de Platon au post-humain, 2016. Alla soglia dell'immagine, au bord dell'image, da Narciso alla realtà virtuale. E parmi les derniers, Cultura visuale, immagini, sguardi, media, dispositivi, en collaboration avec Antonio Somaini, 2016, mais qui a été traduit en français et publié aux presses de Réel sous le titre Culture visuelle. Je fais circuler un des derniers livres d'Andrea qui s'intitule Nonumento, un paradosso della memoria, qui est apparu... En français. Ah, chez qui? Chez quelle... Presse du Réel. La Presse du Réel, toujours. Alors, apparu en 2022 en italien. Il s'agit d'un livre important sur la relation entre mémoire et monument, sur l'externalisation d'une mémoration collective en rapport aussi avec les documents. Le nonumento du titre renvoie notamment à un monument qui peut être saisi par voie négative et prend en considération des monuments invisibles, éphémères, augmentés, interactifs, qui ont un rapport tout à fait différent avec l'observateur et qui concernent la réflexion sur la mémoire comme activité et comme performance. Son livre le plus récent s'intitule Il primo libro di teoria dell'immagine, publié en 2024 chez la prestigieuse maison d'édition italienne Einaudi. Dans ce livre, Andrea trace les plus importantes théories qui permettent de décrire et apprécier les images et la sémiotique n'est pas absente des bibliographies. Voilà, bonne nouvelle. Le chapitre est expressivement dédié à la sémiotique. Chacun de ces chapitres part d'un cas exemplaire afin d'aborder un problème spécifique et d'examiner la méthode que notre tradition culturelle a élaborée pour le résoudre. En plus de la sémiotique, il utilise la psychologie de la gestalt, le formalisme, l'iconologie, la phénoménologie, l'ontologie, la psychanalyse, les théories du figuratif, la neuroesthétique, la philosophie analytique de la représentation, les visual studies, sans négliger les horizons ouverts par les nouvelles technologies de réalité virtuelle et augmentée, ainsi que par l'intelligence artificielle. Einaudi, vous ne le savez peut-être pas, mais il a lancé une collection sur les premiers livres et ce sera Claudio Paolucci qui s'occupera du premier livre de sémiotique. En 2018, Andrea il a reçu le Wissenschaftspreis der Aby Warburg Stiftung à Hambourg. Il a aussi obtenu un important projet ERC Advanced Grant intitulé Aniconology, History, Theory and Practices of Environmental Images, qui se termine doucement maintenant. Et c'est tout. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On t'écoutera avec une concentration maximale. Merci beaucoup, Maria Giulia, Juan, pour cette invitation. Merci à vous tous. Pour ce qui concerne le thème de mon intervention aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur la question du style, qui était déjà au centre de ma thèse de doctorat et qui revient tout le temps, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, avec cette pression, disons, de l'intelligence artificielle, même la question du style est rentrée au centre de la pratique de la production d'images, de la réception d'images,
Donc, mon départ sera un petit anecdote de famille. Il y a quelque temps, ma fille m'a offert cette tasse de thé. Elle m'a dit, vu ton... mais là, on ne voit rien. Alors, comme la dame discute avec le service technique, mais ça marche maintenant. Donc, une tasse de thé qui m'a été donnée par ma fille. Elle m'a dit, vu ton obsession pour le style, je pense que c'est vraiment ta tasse de thé. Comme vous le voyez, cette tasse est décorée de variations sur la Joconde, mais non pas dans le sens des manipulations faites par Duchamp, par Picabia, par Dali, mais plutôt dans le sens de transposition du style rendu possible par ce qu'on appelle le Neurostyle Transfer. C'est une famille particulière d'algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permet de transposer la Joconde de Leonardo dans la Joconde comme l'aurait peigné Magritte, Mondrian, Picasso, Roy Lichtenstein, etc. Je pense que j'ai déjà la troisième diapo, mais vous voyez encore la... Oui. Donc, il n'y a pas de dynamique. Il n'y a pas de dynamique, c'est Pourquoi? C'est parce que... Eccola! Ah, voilà. Mais puis il a disparu. A disparu, mais c'est parce que lui, il y a une Ça va certaine arriver. lenteur. Donc, j'ai besoin de double temps pour parler. Vous connaissez le cas célèbre du grand faussaire Han van Meegeren, qui avait appris à réaliser des peintures dans le style de Vermeer. Il ne faisait pas des copies, mais il peignait à la Vermeer. Et les spécialistes de Vermeer avaient dit, il était très surpris parce qu'on ne connaissait pas une Emmaüs, une scène à Emmaüs du Christ réalisée par Vermeer. C'était pas seulement un nouveau Vermeer qui venait au monde, mais le meilleur. Tandis qu'il s'agissait d'une peinture réalisée dans le style de Vermeer. Et donc, je suis sûr, même si vous ne voyez pas encore, que Van Meegeren, aujourd'hui, commanderait un algorithme sur le modèle du style de Vermeer. Il utiliserait sans doute le Neurostyle Transfer. Et le système n'aime pas... Voilà. Là-bas, oui, ici aussi. Van Meegeren, dans le tribunal d'Amsterdam, parce qu'il avait été accusé d'avoir vendu à Hermann Göring et aux nazis des véritables Vermeer, tandis qu'il a démontré au juge qu'il était capable de réaliser des tableaux qui semblaient des Vermeer sans l'être. Donc, il était un héros de la patrie et pas un collaborateur des nazis. Aujourd'hui, on connaît des artistes qui font des vermeils noirs, comme dans le cas de la fille à la boucle d'oreille en ambre. Elle fait en série avec une séquence par Angèle Etchundi et Samba. Mais on peut aussi à la maison faire des vermeils. J'ai suggéré un prompt à ChatGPT un portrait de la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans le style de Johannes Vermeer, inspiré par cette photo. Et
lentement. Donc, c'est l'opacité du médium, non? Ah, si, c'est une opacité qui s'affiche lourdement aujourd'hui. Ça va arriver. C'est un suspense. C'est un peu de Hitchcock dans cette Mhm. présentation. Sincèrement, ça ne nous est jamais arrivé, cette lenteur dans la projection des images. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. En plus, Si. là, connecter quoi? Je peux désactiver ma caméra aussi, peut-être. Moi, je l'ai désactivé, la mienne. Peut-être il y a trop de gens qui sont connectés. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que regarde, il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs. Il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs, pas beaucoup d'ordinateurs. Parce que la maison sous ne donne pas à tout le monde. Normalement, ce sont les intervenants qui ont la connexion, tu vois, les autres, C'est non? évidemment un problème de bande, je pense. Non? De toute manière, essaye de faire un peu de Voilà. bouger un peu. Oh. Je peux faire un peu aller-retour. Oui, à mon avis, si. Il faut les activer. Alors là, non, mais il y en a, oui, tu l'as vu, mais il y en a une deuxième, hein, parce que c'est Anne Hidalgo dans le style de la Girl with the Pearl Ring. Voilà. La pauvre. C'était aussi vieilli. Ça a vieilli aussi. Ça a vieilli. Alors, l'histoire de Neural Style Transfer commence avec un article par Gatis et collaborateurs. Et c'est grâce à son travail qu'on a commencé à développer cette famille d'algorithmes qui s'est vraiment développée d'une manière très intense pendant ces dernières années. Ce type de transposition stylistique a connu un développement impressionnant. Là, vous voyez, il y a un article désormais vieux, parce que c'est les 2020, qui, à l'époque, offrait une liste des différents algorithmes qui peuvent vous aider à transposer une image d'un style à l'autre. Mais au-delà des différences techniques, je voudrais souligner le fait qu'il y a des préjugés, il y a des bias, des biais qui concernent des idées reçues, on pourrait dire, qui concernent le concept même du style. Des idées reçues qui sont acceptées d'une manière non critique, qui sont à la base des procédures de ces algorithmes. Pour commencer, cette famille de réseaux neuronaux génératifs adopte d'une manière tout à fait non problématique la dyade forme-contenu. The content of the image and the style of the image. Style, ici, c'est analogue avec la question formelle, la question de la forme. Ce que fait la machine d'intelligence, c'est quoi une télévision? Ce sont c'est un lycée, un collège. Ce que fait la machine d'intelligence artificielle, c'est reconnaître un contenu, soi-disant, de l'image source, et dans notre cas, par exemple, de la tasse, la Mona Lisa, et lui donner un nouvel habillage stylistique dans la forme, dans les couleurs. Donc, vous avez l'image originale de départ, la Mona Lisa, et vous avez le filtre qui a été alimenté par plusieurs tableaux de Van Gogh. Et alors, on prend la Van Goghité, on pourrait dire, le commun de Van Gogh, qui est imposé sur les contenus de la Mona Lisa, et il y a l'image de output qui
va résulter dans une Mona Lisa, comme vous voyez sur la droite, comme Van Gogh l'aurait réalisé lui-même, ou Picasso, Mondrian, etc. Il serait intéressant, mais ici je ne peux pas approfondir cette problématique, donc je l'évoque seulement. Il serait intéressant de comparer cette conception de la antithèse forme-contenu avec les logiciels anti-plagiat qui sont proposés aux auteurs créatifs ou même aux professeurs des universités qui utilisent ces logiciels pour vérifier les niveaux d'originalité, de mémoire, de thèse. Non? Des logiciels qui sont le plus souvent, comme vous le voyez avec cette présentation, logiciels qui sont introduits comme des logiciels pour vérifier l'originalité et pour protéger aussi l'originalité du contenu de l'auteur. Mais il y a ici un problème parce que nous savons tous que la couple forme-contenu est très problématique et il s'agit d'une antithèse qui est depuis longtemps critiquée d'une manière très radicale dans l'histoire des théories de l'art, des théories de la littérature, de l'esthétique en général. Par exemple, Nelson Goodman, vous voyez en transparence, c'est l'opacité du médium, mais c'est la transparence. Goodman, il a écrit beaucoup sur la question du style, sur la question de la synonymie. Il a dit, il n'y a pas de synonymie. Parce que si tu dis la même chose, le même contenu dans une expression linguistique, il s'est concentré sur l'expression linguistique, mais c'est le même évidemment pour des autres médias, tu dis une autre chose. Avec des mots différents, la chose change. Il n'y a pas un contenu qui reste neutre, indépendamment de la manière dans laquelle le contenu est exprimé. Donc, si vous avez acheté un dictionnaire de synonymes et contraires, vous avez fait une dépense bataillenne sans utilité, parce qu'il n'y a pas de synonyme. Mais McLuhan disait, comme vous savez, une chose après tout très similaire dans le champ de la théorie des médias, quand il disait les médiums, c'est le message. Donc il n'y a pas de message en soi qui prend comme contenu des formes différentes selon les différentes médiations du même message. Le même message, quand il prend son expression dans un médium différent, devient un message différent. Donc la forme, c'est le contenu. Mais malgré cette ces positions critiques dans l'histoire de la théorie des médias, de l'esthétique, de la théorie de la littérature, la manière dans laquelle le Neural Style Transfer conceptualise implicitement la question du style est basée sur l'antithèse très problématique, très controversée, forme versus contenu. En plus, il y a aussi, c'est le deuxième point, ce qui m'intéresse le plus de cette question, il y a aussi une théorie de la subjectivité qui est impliquée dans la manière dans laquelle le style est élaboré par les algorithmes de l'intelligence artificielle. Et pour comprendre de quel type de subjectivité ici on a affaire, on peut prendre des machines d'intelligence artificielle qui sont utilisées pour protéger les artistes par rapport au Neural Style Transfer, c'est-à-dire des anti-machines
qui sont toujours des machines d'intelligence artificielle, mais qui sont utilisées contre les machines d'intelligence artificielle qui font le Neural Style Transfer. Il s'agit de modèles comme Glaze, comme Nightshade, qui s'opposent au NST parce qu'ils permettent aux artistes individuels de se protéger, de s'obscurcir sur l'Internet pour éviter ce qu'on pourrait appeler la pêche algorithmique, c'est-à-dire la manière dans laquelle les machines de Neural Style Transfer analysent, explorent les réseaux sociaux, l'Internet, les sites personnels des artistes, pour capturer leur style individuel. Alors, il y a des anti-algorithmes, et vous voyez que les publicités de Glaze, de Nightshade, sont des publicités très agressives, parce que voilà, ils présentent cette arme algorithmique comme des armes biologiques non conventionnelles, des poisons. Si tu te fais protéger par Glaze ou Nightshade, les gens qui vont essayer de capturer ton style seront poisonnés et donc tu seras protégé. Ce qu'on peut répéter aussi pour ce qui concerne la musique, pas seulement pour les images, il y a Harmonic Clock par exemple, qui toujours présente la situation d'une manière un peu militaire. Non? Il y a la victime, c'est l'animation qui a des problèmes à se transmettre sur l'écran. Entre autres. Oups. Vous voyez, non. Gauche à nous, c'est la victime. Victim and attacker. C'est toujours un champ de confrontation militaire. Non? Mais ceux qui sont familiers avec l'histoire de l'art, ils connaissent très bien qu'il s'agit d'un problème qui n'est pas absolument nouveau. Giorgio Vasari, quand il décrit dans ses vies des artistes ce que faisait, par exemple, Michel-Ange, quand il devait faire un David, et il ne voulait pas que les autres artistes pouvaient regarder l'œuvre dans les processus de réalisation. Il voulait éviter le contrôle, l'espionnage des autres artistes. Donc, il avait construit, comme Giorgio Vasari le décrit très bien, un atelier entièrement fermé, entourant le marbre. C'est la turata, comme on dit en italien, dans les termes techniques, pour protéger son œuvre. Alors, j'avais parlé d'une question de subjectivité liée profondément à cette idée du style, et je l'appelle, comme on le voit, à partir des algorithmes qui vont protéger les artistes contre les Neural Style Transfer, le style comme principe d'individuation, comme un principe qui est déterminé par une personnalité géniale, créatrice, originale, authentique. Non, c'est évidemment le sillage, nous sommes dans le sillage de la théorie romantique du génie, encore. C'est la singularité irréductible, irrépétible, qui est l'individu qui impose son style. Et c'est vrai, par exemple, que cette idée du style comme principe d'individuation, comme principium individuationis, inspire également d'autres utilisations de l'intelligence artificielle
Par exemple, dans la fonction d'attribution, c'est-à-dire qui a fait quoi. Par exemple, elle a été récemment appliquée à la Madonna della Rosa de Raphaël, qui était un tableau comme on pensait de la main de Raphaël, mais on a identifié grâce à une analyse algorithmique des traces des coups de pinceau, la main aussi d'un élève de Raphaël, de Giulio Romano. Giovanni Morelli, s'il était vivant aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de diapos, s'il était vivant, femme maigre, s'il était vivant, Giovanni Morelli, et après on verra s'il était vivant Goethe ou Wölfflin. Giovanni Morelli, vous savez, il avait révolutionné l'histoire des attributions parce que de manière très intéressante, il avait une formation médicale d'anatomie, d'études de médecine. Il avait appliqué un regard de sémiotique médicale. Il avait reconnu que l'individualité de Bellini, de Titien, de Giorgione n'était pas dans les grands thèmes de leur peinture, mais plutôt dans des petits détails. Non? Il avait une attention micrologique, donc il y avait les oreilles, les ongles. C'est l'idée que le bon Dieu se cache dans le détail. Et là, comme Carlo Ginzburg l'a très bien décrit et interprété, c'est le paradigme de l'indice, hein, qui est un peu la sémiotique médicale, mais aussi les procédures policières de détective. Hein. Et donc, vous voyez que, encore une fois, l'intelligence artificielle se fonde sur une idée du style qui était déjà l'idée des attributionnistes, qui veulent, qui s'engagent à découvrir la responsabilité de l'artiste, comme s'il s'agissait de la responsabilité pour un crime, du criminel. Mais on sait qu'il y a beaucoup de problèmes pour ce qui concerne la question du style comme une expression de l'individualité créatrice. Par exemple, il y a eu certaines phases de la production de Picasso. Picasso est toujours un auteur très critique pour ce qui concerne les théoriciens du style, parce qu'il a passé tous les styles. Donc, c'est vraiment difficile de parler d'une picacité. Et là, vous voyez que dans une certaine phase, Picasso et Braque sont très difficiles à distinguer l'un de l'autre, ou même Picasso et Matisse. Et c'est plus facile de distinguer Picasso de Braque ou Picasso de soi-même dans des différentes phases de sa production. Alors là, je me suis dit, je me suis occupé depuis ma thèse de doctorat de grands théoriciens du style du XXe siècle, c'est-à-dire les grands noms, Heinrich Wölfflin, Alois Riegel, qui ont révolutionné la méthodologie de l'histoire des arts visuels, mais aussi Warburg. On le mentionne toujours comme opposé par rapport au formalisme, mais on verra, je pense, dans quelques minutes, qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il partage avec les théoriciens formalistes. Wölfflin, c'est le livre de théorie des arts visuels, des théories de l'histoire de l'art les plus célèbres de la première moitié du XXe siècle. Il a été traduit dans plusieurs langues, même en Orient. Vous trouvez dans ce texte des positions qui semblent très Morelli. Le dessin d'une aile du nez, à lui seul, suffirait à décélérer le caractère essentiel d'un style. Une branche, un fragment de branche d'un arbre suffit à faire reconnaître la main d'Obéma ou la main de Ruysdael. Donc,
c'est le détail, encore une fois, non? C'est une maxime qui a été attribuée à Warburg, mais que Warburg n'a pas inventé lui-même. C'est très obscur cette origine, mais c'est l'idée que le Dieu, c'est-à-dire la vérité, se cache dans le petit détail. C'est une approche micrologique qui est partagée par beaucoup, par plusieurs théoriciens de l'art pendant le XXe siècle. Mais Wölfling, il dit aussi une chose un peu différente. Quand il veut comparer deux artistes qui se sont formés dans le même milieu culturel comme Sandro Botticelli et Lorenzo Di Credi. C'est la Florence de la Renaissance. Mais qui sait si jamais on la verra? Parce que Botticelli, tout le monde le connaît, mais peut-être Lorenzo Di Credi, pas vraiment. Voilà. D'accord. Alors il dit Botticelli et Lorenzo, quand ils doivent représenter le corps nu d'une femme, ils sont très différents. Le style individuel est très différent. Mais il dit aussi une chose qui introduit, au-delà de la différence individuelle, une différence d'espèce. Il dit les différences d'un nu de Lorenzo et de Botticelli se distinguent aussi nettement qu'une chaîne d'un tilleul. Et là, c'est déjà l'introduction d'un niveau qui n'est pas seulement le niveau de la singularité individuelle de Lorenzo plutôt que de Sandro, mais c'est un niveau d'espèce. Et c'est important, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il regarde, Wölfling, là-bas? Le blanc. Ah, che tristezza. Ecco. C'est l'imagination. Le coup de génie de Wölfling, c'est celui de ne pas rigidifier la notion du style. Il la dynamise plutôt, parce que il veut interpréter la question du style dans le sens d'un curseur comparatif. Sandro et Lorenzo, ils sont très différents. Et si tu regardes les deux, tu vois ce qui produit une différenciation stylistique. Mais si on introduit un artiste de la Renaissance du Nord, comme Dürer, immédiatement, les deux font une famille. Alors, tu vois ce qui est partagé par Sandro et par Lorenzo comme toscan, en opposition de Dürer qui est allemand. Et si tu introduis un Rembrandt dans le tableau, disons, de la comparaison, tu vois ce que Dürer partage avec Lorenzo et avec Sandro plutôt que ceux qui descendent Dürer de Lorenzo et de Sandro. Pourquoi? Parce que Dürer aussi est un artiste de la Renaissance et pas du baroque comme au contraire c'est le Rembrandt. Tout ça pour dire que voilà, c'était Dürer qui devait aller ensemble en famille avec les artistes italiens de la Renaissance. Tout ça pour dire que dans la préface des Kunstgeschichtliche Grundbegriffe de Wölflin, qui est traduit en français comme Principes fondamentaux. Principes fondamentaux. Une préface de la première édition du 1915, qui malheureusement n'a jamais été traduite ni en français ni en italien. Là, il introduit la célèbre formule de l'histoire de l'art sans nom, de la Kunstgeschichte ohne Namen. C'est-à-dire, il est intéressé pas vraiment à l'individualité irréductible de Sandro
contre celle de Lorenzo, contre celle de Dürer, mais plutôt, il est intéressé au milieu, à la koinéaïs, au sens commun qui est partagé par le un terrain qui est un terrain anonyme. Et c'est la même chose que vous trouvez aussi dans l'autre grande formaliste, Wölfling était suisse. Riegel était un des principaux représentants de l'histoire de l'art de l'école de Vienne. Et dans l'industrie d'art romaine tardive, 1901, il parle aussi de cette couche anonyme et non datée. Il parle d'un nombre presque incalculable de monuments, d'objets artistiques qui sont anonymes. Mais si on s'adresse de l'autre côté, disons, vers l'iconologie, même si appeler Warburg un iconologue, c'est toujours problématique, mais ce n'est pas le cas de approfondir ce thème. Warburg avait dédié sa dissertation de doctorat à Botticelli. Mais il dit, à la conclusion de cette dissertation, le jeune Warburg dit, je ne suis pas intéressé à Sandro en tant que tel, en tant que Sandro Botticelli. Je suis intéressé à Sandro par ce qui concerne son essence seconde. C'est quoi l'essence seconde? Warburg avait étudié à Bonn avec Karl Justin, qui avait utilisé l'opposition entre essence première et essence seconde dans une monographie dédiée à Velázquez. Et Justin avait dit, si je m'approche à un grand maître, son essence première reste quelque chose que je ne peux pas connaître. Ce que je peux connaître d'un grand maître, c'est plutôt son essence seconde. Mais ce n'est pas juste qui a inventé cette opposition, c'est plutôt évidemment Aristote qui avait introduit l'idée de la prote et deutéraousia dans ces catégories. C'est quoi la protéousia, l'essence, la substance première? C'est l'individu. Mais la deuxième substance, la substance seconde, c'est plutôt ce que l'individu partage avec les autres individus de la même espèce. Donc, c'est une question de genre, c'est une question d'espèce. C'est plutôt ce qui produit une connexion entre moi comme individu et les autres que ce qui distingue mon individualité des autres individualités. Et dans le même texte, Justi faisait aussi une cryptocitation de Goethe. Une cryptocitation, ça va pire qu'avant maintenant. Pire qu'avant, je ne peux pas y croire. Goethe, tout le monde le connaît comme un génie de notre tradition culturelle. Et dans un petit poème de la série de Xenien, il avait parlé de lui-même, une sorte de petite lyrique autobiographique. Non? Il dit, j'ai hérité la constitution de mon père, l'esprit joyeux de ma mère, l'arrière-grand-père aimait les femmes belles. Moi aussi, je suis très intéressé aux femmes. Son fantôme, le fantôme de son grand-père, ne le laisse pas tranquille. L'arrière-grand-mère préférait les beaux bijoux et j'ai aussi connu ce tic. Si donc, dit Goethe dans ce poème, personne ne peut séparer les composants du tout, qu'est-ce qu'il y a dans l'homme entier qu'on pourrait définir, qualifier d'original? Il n'y a rien d'original. Goethe ne connaissait pas la génétique, mais il connaissait très bien la question de la
ce qu'on nous aujourd'hui appelons la transgénérationnalité. Donc, l'héritage de plusieurs générations qui se perdent dans l'aube du temps, mais qui en même temps sont dans nous. Alors, c'est quoi l'individu? C'est plutôt un individu, c'est-à-dire une pluralité, une multiplicité d'individualités qui, à leur fois, sont composées d'autres individualités, etc. Il y a dans les maximes et réflexions de Goethe, encore une fois, Goethe, que tout le monde reconnaît comme un génie créateur universel de notre tradition culturelle. Vous le voyez. Et que signifie réellement l'invention? Et qui peut dire qu'il a inventé ceci ou cela? Prenons le Faust, par exemple. Faust, c'est une œuvre majeure de Goethe, mais ce n'est pas une invention de Goethe, c'est une variation morphologique sur un thème qui dérive d'autres auteurs. Mais l'origine, c'est où? L'origine se perd dans le brouillard de l'aube de l'humanité. Et alors là, Goethe, dans cette maxime, comme vous le voyez, il défend, il justifie le plagiat. C'est une pure folie que d'insister sur la priorité, car il s'agit d'une vanité stupide. Si l'on ne veut pas admettre honnêtement qu'il y a eu plagiat. Le plagiat, Goethe se comprend comme un plagiaire. Lui, que nous reconnaissons comme une autorité, une originalité, un principe de création authentique. Mais il y a des auteurs qui, avant et après Goethe, pourraient être mentionnés aussi. Je vous offre une petite liste qui est néanmoins, je pense, remarquable pour ce qui concerne la question du principe d'individuation et la question de la subjectivité qui est à la base d'une certaine manière de comprendre la notion du style. Par exemple, Diderot, dans le rêve de d'Alembert, que voulez-vous donc dire avec vos individus? Il n'y en a point. Il n'y en a point. Ou après Goethe, Nietzsche, dans un essai sur la question téléologique chez Kant, il parle d'une constitution multiple des individus qui sont des multiplicités. Il n'y a pas d'individus dans la réalité. Les individus sont rien d'autre que des abstractions. Le terme individu est insuffisant, unzureichend. Mais si on arrive vers notre temps, la contemporanéité, on pourrait aussi parler du néo-darwinisme comme il a été élaboré par le biologiste britannique Richard Dawkins, dans un volume très célèbre des années 70, le gène égoïste. On donne toujours une importance très grande à la question nous, moi. Mais moi, c'est rien, il dit Dawkins, parce que nous sommes seulement des véhicules qui transportent des gènes, qui sont égoïstes parce qu'ils utilisent les individus comme des instruments totalement fonctionnels à la réplication des gènes à travers la génération des fils, la reproduction humaine. Parce que c'est le gène, c'est la couleur de mes yeux, par exemple, ou la forme de ma bouche qui veulent être éternelles. Et ils utilisent moi, dans mon cas, par exemple, comme père de mon fils, pour transmettre à une autre génération le gène. Et ça se passe dans une manière analogue avec des éléments de réplication
pas génétiques, biologiques, mais plutôt culturels qui sont les mêmes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Internet même, mais le terme dérive d'un chapitre de ce livre de Dawkins qui parle d'une possibilité de réplication, qui n'est pas seulement une réplication génétique, biologique, mais qui est aussi une réplication culturelle, c'est-à-dire des unités comme les gènes dans la biologie, dans l'organisme biologique, les mêmes comme des unités élémentaires dans les organismes culturels. Comme par exemple, un petit morceau de mélodie qui va se transmettre, ou une idée philosophique qui va se transmettre, qui passe d'un philosophe à l'autre. Alors là, on voit que, et j'arrive à ma conclusion, on voit qu'il y a une idée de subjectivité qui est très différente par rapport à l'idée qu'on a vue au début, quand on a parlé de ma tasse de thé avec la Joconde transposée à la Mondrian, à Liechtenstein. Et je pense qu'il s'agit ici d'une occasion pour reprendre les idées reçues et les préjugés et les présuppositions implicites qui sont à la base d'une certaine manière d'opérer avec les styles, même dans le ChatGPT, avec notre... Il y a des filtres stylistiques qui sont déjà implémentés dans notre portable, non? Dans notre cell phones. Et aussi une manière de reprendre une tradition française très ancienne qui remonte à Buffon, quand il avait prononcé cette célèbre formule, le style, c'est l'homme même dans son discours sur le style de 1753. Mais l'homme, c'est qui? Pour reprendre aussi le titre même de ma... C'est l'individu ou c'est plutôt le dividu? C'est plutôt ce qu'on partage. Et voilà, je m'arrête là et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et pour votre patience avec mes images. Mille merci, Andrea. C'était très, très important ce que tu nous as dit sur la question de l'individualité et de la collectivité stylistique d'une certaine manière. Moi, j'ai peut-être deux questions qui peut-être n'en font qu'une. Alors, la première concerne comment dire, l'impact, les dérives, les conséquences, disons, de cette extraction alors, du style d'un auteur, mais dans le cas que tu nous as montré, Mona Lisa et Nuit étoilée, c'était l'extraction du style d'une seule œuvre. Je pense qu'il faut distinguer la possibilité de transférer le style d'une œuvre de la possibilité de transférer le style d'un auteur. Et je ne sais pas si cette distinction, tu l'as beaucoup faite ou tu l'as beaucoup traitée, parce que je comprends bien que tout artiste soit fait de son espèce, disons, soit un mix, soit partage, hein, mais est-ce qu'on peut parler de l'individualité d'une œuvre? Moi, l'exemple que tu nous as montré, c'est justement tableau à tableau. Tandis que à travers, par exemple, les modèles génératifs, vous l'avez vu parce qu'on a vu beaucoup de transferts de style, mais dans les intelligences artificielles génératives, on a vu qu'on peut extraire le style d'une œuvre entière. Et je pense que là, c'est une moyenne différente, hein? La moyenne d'une œuvre et la moyenne d'un artiste. Quelles sont les conséquences, je disais tout à l'heure, du fait que les styles d'une œuvre ou les styles d'un artiste deviennent des filtres
et qui donc sont soit déracinés, soit rendus intemporels ou atemporels. Je renverse cette question sur individualité, collectivité, etc., en me rappelant d'une théoricienne de l'image que nous connaissons bien, que c'est Johanna Drucker. Tout ce qu'elle dit dans ses derniers livres, non seulement Visualization Interpretation, mais aussi le précédent, que tout produit digital, digitalisé, ce n'est pas allographique, mais a une sorte d'autographie, porte toujours une sorte d'autographie, parce que même les modèles algorithmiques d'une machine à une autre, comment dire, s'individualisent. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister un transfert en utilisant même les mêmes modèles sur deux différentes machines qui puissent donner les mêmes résultats. Et ça, j'en ai beaucoup discuté avec mon postdoc mathématicien parce que justement, cette question d'imaginer, comme le fait Johanna Drucker, hein, une autographisation de tout produit digital, digitalisé, numérique, je veux dire, c'est assez intéressant. Et elle le dit vraiment de manière très explicite. Alors, pour résumer, si je suis capable de résumer, parce que tu m'as fait réfléchir, mais je ressens que tu m'as fait réfléchir sur beaucoup de possibles parcours. Comment concevoir la différence entre filtre extraction du style d'une œuvre, extraction du style d'un artiste, et son transfert, même si c'est toujours une hybridation finalement, parce que dans le cas de Mona Lisa et de la Nuit étoilée, ce n'est pas un transfert, ça devrait être une hybridation, parce que évidemment, Mona Lisa, à travers la Nuit étoilée, conserve quelque chose de Leonardo, mais conserve quelque chose, évidemment, quelque chose. Donc, on revient à la question de la forme de contenu. Que il n'y a pas un contenu neutre sur lequel on peut transférer une forme, parce que ce contenu a forcément déjà une forme. Donc, il s'agit d'une hybridation entre deux formes par rapport à éventuellement un même contenu, qui évidemment, un même contenu, ça n'existe pas. Et puis, la question de l'autographisation du numérique. J'étais un peu lente, mais vous m'excuserez, je pense pendant que je parle, et alors c'est lent. Je te remercie parce que tu travailles là-dessus depuis longtemps. Moi, je suis totalement néophyte, donc j'ai tout à apprendre à cette discussion qu'on fait ensemble. Et j'ai mis sur la table des thèmes que je commence à adresser. Pour ce qui concerne l'extraction style de l'artiste, style de l'œuvre singulière, j'avais un peu essayé, peut-être on n'avait pas vu bien, avec les deux prompts. Ici, c'était le prompt sur la fille à la boucle. Donc, c'était l'œuvre singulière. Ici, c'était plutôt, mais c'est toujours Oui, 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 mystérieux. c'est toujours mystérieux cette image-là, on ne l'a pas Mais encore vous voyez le texte. vu pendant longtemps. Oui, C'était oui, un oui. texte différent parce que c'était Là, voilà. voilà, dans le style de Johannes Vermeer, pas dans le style d'une œuvre de Johannes Vermeer. Et alors là, c'est très intéressant. Je pense que tu as raison de distinguer ce qui me suggère de revenir sur la question du style, qui est toujours une sorte de frotté, qui c'est très difficile de saisir, parce que le style, c'est une dialectique, un dispositif, on pourrait dire, qui nous permet de reconnaître ce qu'on n'a jamais vu. Ce qui est paradoxal, parce que je reconnais ce que j'ai déjà vu, normalement. Mais je dis, ah, c'est un Picasso, même si je ne l'ai jamais vu, cette œuvre-là, parce que je reconnais certains stylèmes, on pourrait dire, qui me permet de reconduire ce que je n'ai pas encore vu
à un corpus d'œuvres que j'ai déjà rencontrées. Alors, on pourrait dire la vermérité, l'apicacité, c'est une multiplicité qui, c'est vrai, c'est une multiplicité d'œuvres qui peuvent être mises en relation avec des corpus d'autres artistes, par exemple de Braque dans une certaine phase du cubisme analytique, mais qui sont aussi une multiplicité interne à l'artiste lui-même ou elle-même, parce que c'est une multiplicité de manifestations de Picasso qui va être reconduite. Donc c'est l'unité dans la multiplicité qui est toujours une formule qui revient quand on parle du style, non? Parce que c'est des généralisations sur des niveaux différents de plus en plus général, donc c'est Picasso, mais c'est le cubisme, mais c'est les avant-gardes, mais c'est la peinture occidentale de la première décennie du XXe, mais c'est la peinture par rapport à la sculpture, etc. Mais je te remercie parce que je pense que là, il y a à travailler, même pour ce qui concerne le fait que il y a deux Vermeer dans l'œuvre singulière, évidemment. Donc, il y a de la généralité même dans la singularité de l'œuvre, non? Et donc, il y a des traits qui ne concernent pas seulement la nuitée étoilée, mais il y a une Van Goghité, dans une certaine manière, de donner un coup de pinceau dans cette nuitée que la machine reconnaît comme Van Gogh, et pas seulement comme la nuitée. Donc, encore une fois, ce qu'on a dit pour ce qui concerne la singularité de l'artiste, Sandro plutôt que Dürer, plutôt que Lorenzo Di Credi, on pourrait la répéter aussi pour chaque œuvre singulière, parce que chaque œuvre singulière n'est pas singulière. Il y a des traits qui sont transcendants, excédents par rapport à l'œuvre en soi-même. Donc, tu vois que se répète dans un niveau de l'objet qu'on avait dit sur le niveau du sujet artistique. Oui. Et pour ce qui concerne... Il faut voir si comment... J'ai fait plusieurs tests, hein, mais je n'ai pas encore pu comprendre si l'opération que font les différents modèles génératifs, je ne veux pas dire les algorithmes de style transfer, mais parce que nous, on a essayé, bon, le style Van Gogh, mais aussi ajoute la peinture de cet artiste à la Joconde, par exemple, non? Vraiment comme ajout, et non pas comme filtrage, mais comme ajout, et en distinguant aussi le poids de chaque auteur et de chaque image, parce qu'on peut décider, évidemment, je donne 10 comme point à Leonardo et je donne 20 comme poids à, je sais pas, Pontormo. Et je me demande si l'average, la moyenne qu'on fait pour extraire la généralité d'une seule œuvre est une généralité différente ou une moyenne différente par rapport à celle de plusieurs œuvres. Pardon, je t'ai interrompu parce que... Je voulais adresser aussi la question de l'autographisation. Qui me vient de John Drucker, mais que puis j'ai trouvé dans les discussions confirmées d'une certaine manière. C'est intéressant parce qu'on a mentionné Nelson Goodman, donc la question de l'autographie. Mais je viens de conclure mon cours sur une lecture, un close reading de Benjamin sur la question. Et je me suis demandé qu'est-ce que Benjamin dirait s'il était vivant aujourd'hui pour ce qui compte. Et c'est aussi une forme, pas seulement d'autographisation, mais aussi de réauratisation de l'image, non? Parce que
les processus stochastiques qui introduit une nouveauté chaque fois que tu le répètes. Donc, il y a une répétition, mais le résultat est toujours différent, même après un nanoseconde. Et là, ça veut dire que cette génération est une génération qui te propose une originalité Constante. un hic et nunc qui change chaque fois. Parce Oui. que hic et nunc, c'est exactement la définition de l'image oratique selon Benjamin. Oui. Et donc, c'est le paradoxe d'avoir d'un côté des technologies qui te permettent une reproduction parfaite, c'est-à-dire le JPEG que tu prends et tu copies et tu reproduis, mais pas seulement à travers les non-fungible tokens, tu peux les réauraticiser parce que tu donnes avec un certificat une identification singulière dans une série. Mais aussi dans la répétition du prompt, tu vas générer chaque fois un produit différent. Et donc, c'est le même prompt dans un hic et nunc différent par rapport à latent space qui change entre-temps. Et moi, je dois admettre que je n'ai pas les connaissances, les compétences suffisantes pour le comprendre d'un point de vue mathématique. Et c'est pour ça que vous avez invité aussi. C'est-à-dire, c'est une entreprise interdisciplinaire. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je suis justement en train d'écrire sur l'auratisation de ces images produites par l'intelligence artificielle générative. Et justement, je sais que c'est du côté de l'aléatoire que je peux les trouver, mais il faut voir à quelle échelle, c'est-à-dire à l'échelle de chaque image, parce qu'on ne peut pas dire que c'est toute image ératique, à l'échelle de la zone de variation, parce que, bien sûr, tu répètes les mêmes prompts 10 fois, et puis tu as toujours 40 images dans les cas de Midjourney par défaut qui sont. L'aura, elle se trouve où dans chaque image? Elle se trouve dans la variation. Le problème, c'est l'échelle de l'aura, à mon avis. Mais je m'arrête. Juan. Oui, merci Antonio. Là, dans autre personnage qui ont continué avec cette même idée de la, comme Goethe, le sens de l'originalité, c'était Borges, de très belle page sur ça, quand il s'excusait auprès du lecteur, excusez-moi si tu as déjà eu cette idée, mais en fait c'est le hasard qui veut que moi je l'écrive, tu l'aurais pu toi aussi l'écrire. Non, mais ça c'est juste une boutade, mais j'aimerais revenir à ce que tu as annoncé au début, sur cette confusion entre forme et contenu, qu'on puisse transposer les contenus. L'autre jour, j'étais dans un jury d'HDR, des gens qui travaillent sur la transmédialité, et c'était assez curieux, justement, parce qu'ils ne se posaient pas cette question, comme si le contenu pouvait migrer d'un médium à un autre, et ça ne changeait rien. Ce qui comptait, c'était... Et là, je me posais la question, en fait, qu'est-ce qu'ils pensent qui se transfère et qui reste? C'était très curieux parce que, en fait, je me demande si la question, si ce qu'ils pensent qui passe d'un médium à un autre, c'est cet objet dont nous ne parlons plus, que c'est le motif, une sorte de motif. Sauf que le motif, c'est quoi le motif? Nous, évidemment, historiquement, on a une vision du motif très figuratif. Le motif comme quelque chose d'extrêmement figuratif. Et ça, on peut imaginer qu'il peut passer de l'un à l'autre. Or, on comprend très bien en t'écoutant que c'est pas ça qui passe. Dans les catégories de l'iconographie, par exemple, dans le sujet. Et donc, comme tu montrais, à partir de Wolf, Barbour, etc., c'est clair que ce ne sont pas les motifs, c'est une autre chose. Alors, la question, c'est qu'est-ce que c'est? C'est pas le figuratif, alors c'est pas le figural, voilà la question. Qu'est-ce qui migre? Qu'est-ce qui migre? Je pense qu'on pourrait aborder cette question d'une manière empirique en faisant des expériments pour l'art soi-disant abstrait. Parce que si on se base sur la qualification traditionnelle, conventionnelle de l'art abstrait, qui est un art qui se soustrait à une lecture, par exemple, iconologique, non? Quand Panofsky dit
il y a des lignes de couleurs et j'entrevois qu'il s'agit d'un homme plutôt que d'une femme ou d'un animal ou d'une plante. Mais après, deuxième étape, je vais reconnaître que ce n'est pas un homme en général, mais c'est le Christ ou la Vierge. Hein. Ce passage, déjà dans la première étape, c'est-à-dire prendre le départ du niveau immédiatement sensible, perceptible de lignes de couleurs pour les entendre comme des représentations de quelque chose d'autre, non? L'homme, la femme, la plante, l'animal. Mais c'est ce passage qui est interdit dans le cas d'un aquarelle de Kandinsky. Non? Il n'y a que lignes et que couleurs. Alors, le passage au sujet, c'est pour ça que Kandinsky avait les titres improvisation ou description des couleurs. Non? C'est les jaunes, les bleus, les rouges. Qu'est-ce qui se passe avec une transposition de quoi dans l'art abstrait? Parce que c'est le quoi qui manque d'une certaine façon, non? Moi, je ne l'ai pas encore fait. Tu l'as fait? Oui, nous avons testé Rochko à plusieurs reprises, mais bon, peut-être avec Rochko c'est plus facile parce qu'il y a la, comment dire, qu'est-ce qu'on transpose? On transpose les bords, les bords entre une couleur et l'autre, les franges d'une certaine manière, non? Entre une couleur et l'autre, et tous les problèmes de l'opacité, de la transparence d'une strate par rapport à l'autre. Donc, j'oserais dire, c'est facile de transposer Rochko, c'est un peu plus difficile de transposer Kandinsky. Parce que, par exemple, là, tu vois qu'il y a la Joconde style Mondrian. Non? Et qu'est-ce qu'on a fait là? La machine a gardé un profil de femme en superimposant les carrés en couleur élémentaire de Mondrian. Non? Donc, c'est une manière de reconduire Mondrian à une figuration d'une certaine façon. Alors là, tu reconnais qu'il y a quelque chose à reconnaître, même si on sait que les carrés de Mondrian sont une stylisation de la représentation d'un arbre qui a été simplifié. Oui. C'est pas Kandinsky, oui. Non, c'est une origine, une généalogie différente de l'image abstraite. Oui. Et donc là, on devrait aussi spécifier dans quel sens tu prends la non représentationnelle abstrait, dans quel sens. Mais dans ce cas-là, c'est évident qu'il y a c'est régressif de certaine façon, non? Parce que tu reconduis Mondrian à une figuration. Oui. Si. Alors, on a encore une question de Jean-François Bordron, d'Alumine Rosso, de Rossana et de Guilian. Et puis, on arrête les questions parce que sinon, on ne pourra pas faire des pauses et écouter Anne. Alors, Jean-François. Oui, merci beaucoup. Donc, de notions, je pense même bien différentes, mais ce sera toujours pas très difficile de définir ce que c'est exactement le cycle. Parce que là, ma question, c'est comment vous le définiriez? Parce que si on prend le principe d'individuation comme un élément principe logique avec lequel on peut comparer la notion de style, on suppose que le principe d'individuation suppose des individus, des entités individuelles. Mais est-ce que le style peut se définir comme correspondant à une entité individuelle? Ou est-ce que si je prends votre définition, l'unité d'une multiplicité, est-ce qu'on pourrait pas, de façon peut-être plus, il me semble,
plus proche de la réalité, définir le style plutôt par un principe différentiel. On dit un principe structurel. Le style étant, dans ce cas, un style étant, dans ce cas-là, comme vous l'avez montré d'ailleurs en comparant les choses, simplement, le style ne parle pas les autres. En sémiotique. C'est-à-dire, si vous comparez, vous voyez bien que vous faites apparaître quelque chose dans le comparant à quelque chose qui semblait être incomparable. Le plus que vous fait apparaître, qui pourrait être comparable avec un autre. Hein, ça, c'est très juste. Ça, et donc, ça veut dire que le style n'est pas une unité, c'est une position. C'est plutôt une position à l'intérieur d'un ensemble historique. Enfin, est-ce que vous seriez plus ou moins d'accord avec ça? Merci. J'ai toujours pensé qu'il y a une vérité dans la manière dans laquelle le langage ordinaire parle du style, non? Même au-delà de l'expression artistique, on dit que chacun a son style de gesticulation, par exemple, non? Son style de se promener, qui est très spécifique. On peut reconnaître une personne qu'on connaît bien, même dans une masse, une foule de gens, parce que c'est une certaine manière de marcher, par exemple. Mais je suis totalement d'accord que parler du style comme principe d'individuation, c'est réductif, de caractérisation. C'est ce que dit Jean-François, c'est une caractérisation dans le sens. Oui, je suis par exemple, j'ai utilisé le principe d'individuation pour exposer, pour mettre en évidence une certaine idée de subjectivité qui est impliquée par les idées reçues de le style transfer, non, dans les algorithmes. Mais personnellement, j'aime beaucoup une métaphore musicale pour définir le style qui remonte à une certaine manière de concevoir les manifestations sensibles dans la morphologie de Goethe lui-même. Et c'est la variation d'un thème, c'est un thème qui ne se montre que dans ses variations. Donc, il n'y a pas une unité, une individuation, mais c'est je pense que cette idée d'une structure différentielle, c'est plutôt proche, non, de la morphologie. C'est ce qui lie la morphologie à une certaine manière de concevoir la structure dans le monde. Donc, il y a morphologie, formalisme, structuralisme, ils sont, je pense, intimement liés par cette idée d'une variation du thème sans que le thème soit jamais donné en soi-même. Donc, il n'y a pas le style de Picasso. On ne le voit jamais en soi, on le voit seulement varier dans les différentes formes. Et cette différenciation, c'est une... Wittgenstein l'appellerait une ère de famille. Hein? C'est l'ère de famille, finalement. Mais Wittgenstein connaissait très bien la morphologie de Goethe. D'ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Anne Lumine Rosso. J'ai l'impression qu'elles deviennent des catégories et des problématiques toujours modernes dans l'histoire de l'art, je veux dire moderne, au maximum, c'est un regard historique ou
je ne sais même pas si on arrive à Pollock parce qu'on a eu du mal à réfléchir à Kandinsky. Donc, ma question, c'est par rapport à les styles. Et si tu as déjà fait une réflexion par rapport à les styles dans l'art contemporain, et si, comme on a toujours vu, des fois que dans l'art contemporain, c'est plus difficile à définir, peut-être justement ça qui fait que l'art contemporain et les productions des artistes contemporains, pas forcément musiciens ou les artistes visuels qui ne veulent pas se faire cacher par les algorithmes, mais les installations, par exemple, n'ont pas de problème avec l'intelligence artificielle parce que c'est déjà au centre de la problématique de l'art contemporain où il n'y a pas de problème d'auteur, il n'y a pas de problème de style, il n'y a même pas un problème de support et de médium. Et l'autre question qui s'est liée aussi au travail de Maria Giulia, je me pose toujours la question par rapport au problème de support de ces images, des images produites par l'intelligence artificielle, et le problème du statut. Parce que finalement, on parlait du médium comme quelque chose parfois oublié, et il y a beaucoup de productions qu'on fait avec l'intelligence artificielle qui, si c'est placé dans le Tate Modern, c'est une œuvre d'art, alors que si c'est placé dans un musée d'histoire naturelle, ça devient une expérimentation scientifique. Donc, cette histoire du support, finalement, c'est beaucoup plus important que la circulation de la Joconde dans une tasse ou dans une carte postale. Donc, c'est beaucoup plus de réflexion. Merci, Hermine. Oui, tu as parfaitement raison parce que l'art contemporain pose des questions problématiques pour ce qui concerne notre capacité d'identifier des styles. En même temps, même si on ne le devrait pas faire, mais je te pose une question à mon tour, parce que je me suis toujours demandé si finalement la question du style et donc de notre capacité de reconnaître les styles se fonde sur une distance historique. C'est-à-dire, les grands théoriciens du style, Riegl écrivait en 1901, il parlait de l'art de l'ancienne Égypte, ou de l'art grec, ou de l'art du bas empire romain. Wölfling écrivait en 1915, mais il parlait de la Renaissance et du passage de la Renaissance au baroque. Mais personne entre les grands théoriciens du style ne s'est jamais occupé de l'art contemporain. Panofsky, peut-être que tu le sais, il avait eu une polémique avec Barnett Newman sur la question du sublime, etc. Normalement, il s'agit des théoriciens qui sont très conservatifs pour ce qui concerne même leur goût, non? Qui peut-être leur impose de sélectionner certains chapitres de l'histoire de l'art plutôt que d'autres, mais jamais l'art contemporain. Moi, je le dis dans mon livre sur les théories des arts, il y a une situation un peu hegelienne, non? Comme Hegel disait que l'oiseau de Minerve prend le vol seulement quand la journée est terminée. Hein? Donc la philosophie arrive toujours trop tard, la réflexion conceptuelle arrive toujours trop tard. Et peut-être nous attendons encore une possibilité de réfléchir de manière conceptuelle sur la stylistique contemporaine parce que nous sommes trop proches à la question. Ça, c'est un doute qui m'arrive souvent. Que le style, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, est, on pourrait dire, si on me permet le jeu de mots, stylisation comme distanciation aussi. Oui, oui, je comprends. On les fait toujours en relation de genre. Et on voit que même, à parler de Picasso et Braque travaillaient ces nouveaux styles qu'on appelle le cubisme. Ils travaillaient avec des genres super fixés pour pouvoir les reconnaître.
Yeah. Donc, et c'est toujours lié à cette genre. Mais si on parle de l'art contemporain, on peut même trouver l'art contemporain au début du XXe siècle et on n'arrive même pas maintenant, un siècle après, à pouvoir identifier même les genres. Boris Groys a fait l'essai avec l'installation et Rosberg avec la performance. Mais quand même, on a du mal à les trouver. C'est sûrement un problème de temps, mais je pense qu'il y a aussi un problème de revenir toujours en même notion moderne pour catégoriser les nouvelles manifestations. Non, mais tu sais que par exemple, George Kubler avait dit qu'on devrait éliminer de la terminologie les mots-clés de la conceptualisation de l'art, même les mots style, parce que ce n'était pas une chose qui pourrait marcher pour des époques entières de l'histoire de la production d'images. Mais néanmoins, le terme style revient toujours parce qu'il y a des revivals, non, de termes et il semble qu'on ne peut jamais le rejeter d'une manière définitive. Et c'est pour ça que la question de Neurostyle Transfer m'intéresse parce qu'elle semble reprendre, relancer la question sur un plan qui en même temps est très régressif. C'est pour ça que... Je ne suis pas convaincue que le style des artistes qui font des installations aujourd'hui soit difficile à reconnaître ou soit difficile à identifier. Non, il y a des styles. Le problème, c'est comment extraire leur moyenne éventuellement. Non, je parlais des Type styles. d'espace exclusivement. Non, je voulais dire le style de l'époque comme Oui. l'histoire de Bien sûr. Ah, oui, je comprends. Rossana. Avec laquelle sur laquelle il faut s'interroger, il traîne aussi la notion d'individu, et donc le style, disons, il se met, il voit. Et à la formulation qu'on propose Gilbert Simondon, en partant des objets techniques, donc qui sont des créations très normales, etc. Et juste arriver aux individus, et quand il disait, l'individuation est un processus en train de se faire, quand on ne peut pas parler d'individu, mais on peut parler juste d'individuation, qu'en principe en train de se faire par rapport à un système dans le milieu, ça m'a fait penser l'exemple de Botticelli, etc., qui peut être un système d'interprétation de référence. Et donc finalement, l'individuation se fait toujours, et comme toujours en train de se faire, et toujours par rapport à quelque chose. Et donc, disons, la notion de valeur différentielle. Et je me posais la question, donc par rapport aux objets création numérique qu'on a, est-ce que finalement, cette idée de subjectivité ne serait pas un principe de subjectivisation toujours, qu'on cherche toujours, parce que effectivement, on ne peut pas imaginer un style sans cette subjectivisation, et en même temps, on ne peut pas le rattacher à une subjectivité. Et donc, est-ce que ce serait pas, mais c'est une question, comme Maria-Julia, que je réfléchis en la poser, est-ce que ce serait pas finalement une question de processus, plutôt qu'une question d'identité? Je pense que je suis totalement d'accord. Les notions qu'on a vues critiquées par Diderot, par Nietzsche, par Goethe, même par le biologiste Richard Dawkins, elles s'adressent comme critique à une notion d'individu comme devenu tel, plutôt qu'à un processus dans lequel l'individu devient d'une manière dynamique, constante, individu. Mais c'est, comme vous l'avez dit très bien,
un processus d'individuation. Donc, peut-être le terme, je le devrais changer dans ma présentation, plutôt que les principes d'individuation, c'est les principes de l'individu comme résultat de l'individuation, un résultat statique et en soi donné. Ça ne marche pas. Et ça pourrait aussi aider à comprendre le fait que le style, dans certains artistes, pas dans tous les artistes, mais dans tous les artistes, mais c'est un processus, Picasso le montre très bien comme cas éclatant, un processus de devenir soi-même sans jamais l'attendre. Merci. Dernière question, Guillaume Macarone. D'abord, je tiens à vous remercier pour le brillant exposé que vous avez réalisé, très intéressant. Moi, j'avais une question par rapport au principe que vous avez évoqué, par rapport justement au livre de Richard Dawkins, Le Bel Égoïste. J'ai eu l'occasion de le lire il y a quelques années, un livre vraiment merveilleux. Il y avait justement la notion génétique qu'on peut peut-être retransposer par rapport à ce débat-ci, tant qu'il soit grand, par rapport à l'ADN Kubel, le junk DNA qu'avait évoqué justement Richard Dawkins. Ils sont des séquences en réalité génotypiques qui sont prévenues dans le génome, mais qui n'ont pas d'expression phénotypique. Ça veut dire que les traits n'existent pas. Ce sont des éléments qu'on a hérités de par des processus évolutifs, mais qui n'existent que d'une manière biochimique ou virtuelle. Et donc, ma question par rapport à ça, c'est de se dire, est-ce que si ces éléments biochimiques existent d'une manière virtuelle, mais qui ne sont pas exprimés, est-ce qu'ils ont quand même un rôle dans cette individuation? Et en finalité, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parallèle avec l'intelligence artificielle générative, où on a des réseaux de neurones profonds qui font le travail pour aboutir à une certaine image, qui ne sont pas présents dans la signature finie du produit, mais qui ont existé quand même d'une manière virtuelle, comme ce junk DNA qui existe, qui ne sert à rien, mais que sans lui, rien ne pourrait exister. C'est fascinant. Je pense que je n'ai pas les compétences ni pour répondre à la hypothèse biochimique et génétique, ni pour répondre à la question de l'espace latent, mais je vois que vous avez entrevu une analogie qui me semble très féconde. Oui. Oui, parce que, par exemple, c'est difficile, comme on ne voit pas l'espace latent, on ne peut pas voir toutes les virtualités, mais dans les cas, non pas de la générativité, mais de l'analyse des images dans les collections, dans les larges collections d'images, dans les collections big data, disons, là, on peut voir... On peut positionner toutes les images produites dans un espace abstrait, virtuel, où il y a aussi l'espace pour toutes les images jamais produites. Les visualisations de Manovich le montrent très bien. Tous les espaces gris, blancs, c'est-à-dire vides, sont tous ils donnent les coordonnées de toutes les images qui auraient été possibles à cette époque dans ces lieux-là, mais qui n'ont pas été effectivement réalisées par les peintres. Pardon? Oui. Le musée, en production, n'était pas fait entre eux. J'oserais dire que c'est plus difficile de voir les virtualités non réalisées. Parce que comme c'est un mouvement, comme tu vois que des déformations et jamais des formes, c'est très difficile de comprendre ce qui est virtuel et ce qui est réalisé, évidemment. Mais dans une visualisation bidimensionnelle comme celle de Manovich, c'est très simple de dire là, le maximum de saturation avec le maximum de luminosité n'a jamais été produit. À l'époque, par exemple, de Van Gogh, ça dépend de ça. On n'a plus de questions, mes chers amis, c'est bien parce qu'on va réapplaudir Andrea et on va faire une pause.